Avant-dernier jour d'audience pour Lucas Larrivé qui s'obstine encore et toujours dans la même stratégie de défense. Je reste sur le fait que je n'ai pas voulu donner la mort et je conteste toujours le viol. Malgré les éléments apportés devant la cour par les différents experts, dont les médecins légistes, malgré les supplications de la famille de Justine Vérac en direction de l'accusé pour qu'il dise enfin la vérité, l'accusé campe encore et toujours sur ses positions. Bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo consacrée au procès de Lucas Larrivé, poursuivi pour le viol et le meurtre de Justine Vérac en octobre 2022. Au programme, les auditions bouleversantes de la mère et du père de la victime et enfin l'interrogatoire de l'accusé qui n'a pas évolué d'un pouce au cours de ce procès. Mais commençons tout d'abord avec l'interrogatoire de Marina, la maman de Justine Vérac, qui se présente à la barre. Elle se tient debout et reste d'une dignité absolue. Son avocat est présent à ses côtés. Justine, dit-elle, était ma plus grande fille. J'ai été maman très jeune. Justine a grandi dans une famille aimante, soudée. C'était quelqu'un de très sensible, d'où sa fragilité. Elle aimait les gens, elle ne supportait pas l'injustice. Pour elle, les gens étaient tous bons. Elle prenait tout très à cœur. J'ai tellement de choses à dire sur ma fille, poursuit-elle. Elle partait en vacances avec nous, elle venait au vide-grenier avec moi le dimanche. Quand elle aimait quelqu'un, elle aurait traversé le monde pour cette personne. On était très proches. Elle me racontait ses histoires de cœur, des histoires d'une gamine de 20 ans. La douleur de cette mère qui a perdu sa fille est palpable. Dans la salle, on voit dans le public certaines personnes écraser une larme. Dans le box, Lucas Larrivé, lui, comme toujours, a le regard vissé vers le sol. On avait besoin l'une de l'autre. J'avais besoin d'elle. J'ai encore besoin d'elle, poursuit Marina. Elle ne m'aurait jamais laissé sans nouvelles, lance la maman de la victime dans un sanglot. Elle évoque ensuite le soir des faits. Quand j'appelle Justine et qu'elle ne me répond pas à moi, je comprends tout de suite. Je le sais, c'est une évidence. Ce n'est pas normal. Rapidement, j'appelle je ne sais plus quel proche, mais je leur dis que la situation n'est pas normale. Je me dis que je vais appeler les hôpitaux, peut-être qu'elle a eu un accident, j'appelle à Brive, j'appelle à Tulle. Elle mène alors sa propre enquête et finit par appeler Lucas Larrivé, l'accusé. Au téléphone, je le trouve très poli. Bien sûr, madame, toujours très poli. Il me dit qu'il a déposé Justine à un jeune homme près de la charrette. J'appelle alors la gendarmerie pour leur dire que je viens d'avoir ce monsieur Larrivé au téléphone. On se croisera finalement au commissariat, à Brive. Il était avec sa maman. Quand je croise son regard, instinctivement, je sais pas. Je ne peux pas me l'expliquer, mais je sais. Je lui demande ce qu'il a fait et je lui dis « Où que tu sois, je te retrouverai ». Aviez-vous déjà entendu parler de Lucas auparavant? Elle m'avait parlé d'une soirée qu'elle avait passée chez lui à Béna, pas plus que ça. Elle m'a dit qu'il lui avait fait du charme. Ma fille, vous savez, a eu 4 garçons dans sa vie. Donc non, elle n'aurait pas couché avec un garçon comme ça, sans protection. Elle s'adresse ensuite aux parents de Lucas. Je ne dirai pas de mal, parce que dans ma famille, on n'est pas comme cela. Mais je veux leur demander de dire à leur fils qu'ils disent la vérité vraie. Parce que depuis 3-4 jours, ce qu'on entend ne tient vraiment pas la route. Qu'il ait fait exprès ou pas, il n'a pas fait qu'une bêtise. Il a brisé nos vies. Maître Guillot, pour les parties civiles, prend ensuite la parole. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? Eh bien, ce coup de fil à 6 heures du matin, où on vous dit que votre enfant est certainement mort. Aller chercher un cercueil pour votre enfant, c'est inimaginable pour un parent. Je n'ai pas pu lui dire au revoir et aujourd'hui, je n'y crois toujours pas. À ce moment-là, c'est tout le public qui fond en larmes. Quelques secondes plus tard, des photos de Justine sont diffusées devant la cour d'assises. La maman de Justine vacille. « Mon Dieu, au secours ! Pourquoi? Mais pourquoi ?» dit-elle dans un sanglot. « Elle était belle, votre fille », lance compatissante l'avocate générale, en laissant le temps aux témoins de se reprendre. « Oui, très belle, dit-elle. Elle était parfaite. Pendant le rapport d'autopsie, quand j'ai entendu qu'on n'avait pas pu voir la couleur de ses yeux, ça m'a été insupportable, poursuit la maman en plantant son regard sur celui figé de sa fille à l'écran. C'est un moment particulièrement déchirant pour tout le monde. Les proches de la victime, l'assistance, les jurés aussi qui prennent de plein fouet l'insurmontable désespoir de cette mère. Une personne dans le public a d'ailleurs fait un malaise, nécessitant l'appel du SAMU. Et chose incroyable, c'est la mère de la victime elle-même qui fait des études d'infirmière qui quitte la barre spontanément pour porter secours à la personne qui a fait un malaise. La photo de sa fille, elle, est toujours à l'écran, à ce moment-là. Un geste émouvant, d'une dignité absolument remarquable. La salle a été ensuite évacuée le temps de l'intervention des secours. À la reprise, la présidente ne manque pas d'ailleurs de saluer le geste du témoin. Je tenais à remercier personnellement Madame Sétan pour sa réactivité, ainsi que celle d'un de nos jurés. L'avocate générale prend la parole ensuite et demande des nouvelles du fils de Justine Vérac, aujourd'hui âgé de 5 ans. Gabin a-t-il compris que sa maman était décédée, demande-t-elle. Il porte des cadeaux à sa mère au cimetière. On lui dit que sa maman est au ciel.
Il a encore bien le temps de comprendre les horreurs. Le lendemain, c'est au tour de Vincent Vérac, le papa de Justine, de venir déposer à la barre. J'avais vu Justine le samedi après-midi. J'étais allé la voir parce qu'après, on partait quelques jours à Marseille. Je l'ai serrée dans mes bras et je ne savais pas que c'était pour la dernière fois. Et puis, quand Marina m'appelle pour me dire qu'elle n'a plus de nouvelles de Justine, je comprends aussi très vite que quelque chose ne va pas. Je suis à des centaines de kilomètres, mais tant pis, on prend la décision de rentrer. Quand le téléphone sonne, à 6 heures du matin, notre avocate nous dit que Justine a été retrouvée. Retrouvée enterrée, comme une carcasse. Vous imaginez le choc que ça représente? Justine était tout ce que j'avais de plus cher au monde. Elle est partie à l'Institut médico-légal. Eh bien nous, on a dû choisir un cercueil. Jamais je n'oublierai ces moments, jamais. Notre fille est ensuite revenue dans une boîte. J'ai passé des heures dans une pièce avec elle, sans pouvoir la voir. Je ne sais pas si vous imaginez la souffrance. Ma vie est détruite. Je pense qu'ici, aujourd'hui, on est nombreux à savoir ce qu'il a fait. Ce que je trouve plus difficile, c'est qu'il n'assume pas. Il nous laisse comme ça et il n'assume pas ce qu'il a fait. Son seul intérêt aujourd'hui, c'est de réduire sa peine pendant que nous, on souffre le martyre. Dans le fond, on partira d'ici demain. Et au plus profond de moi, je sais la vérité, même si on ne l'entend pas d'ici demain. Je sais ce qu'il a fait. Aucune question ne sera posée au témoin qui, épuisé, tombe dans les bras de sa famille puis quitte la salle d'audience. Maître Guillot, leur avocat, lui aussi peine à masquer son émotion et semble un peu déstabilisé. La présidente poursuit malgré tout l'audience par plusieurs lectures, dont le témoignage du voisin de la famille Larrivé. Il met en avant la personnalité trouble de l'accusé. Un bon coup de pied aux fesses ne lui aurait pas fait de mal, dit-il. Il était poli, gentil, mais il se sentait intouchable. Quand on a appris la disparition de Justine et qu'on a vu les hélicoptères, j'ai pensé à Lucas. Il peut avoir un côté très sombre. Dans l'après-midi, Lucas Larrivé est à nouveau interrogé sur les faits. Et le prévenu maintient encore et toujours sa position. Je reste sur le fait que je n'ai pas voulu donner la mort et je conteste toujours le viol, dit-il. La présidente de la cour d'assises revient sur le début de la soirée. À 2h22, Lucas Larrivé rentre dans la boîte corrézienne. À quel moment apercevez-vous Justine Vérac? Demande la magistrate. Quand je sors de la boîte pour uriner, on s'est dit bonjour, on discute. J'ai été surpris, mais elle m'a fait un bisou. Elle m'a fait un smack. Elle était fatiguée avec un ami au départ que je ne connais pas. C'était Théo. J'ai pas vu au premier abord qu'elle se sentait mal. Étonnant quand on sait qu'elle sort parce qu'elle a envie de vomir, rétorque la présidente. Quel est votre projet initial quand vous la voyez? Il n'y a aucun projet. J'ai vu qu'elle avait besoin d'aide. Je suis allé aider Théo, tout simplement, répond l'accusé. La présidente poursuit l'interrogatoire en avançant méthodiquement et chronologiquement. La voiture de Lucas Larrivé part de la boîte de nuit à 4h03. Selon le récit de Lucas, il lui propose de venir chez lui. Justine aurait accepté. Pendant le trajet, elle se serait endormie dans la voiture. En arrivant chez lui, il dit récupérer des draps chez ses parents. Mais je n'avais pas de but précis, se défend l'accusé. Ce n'était pas forcément pour avoir une relation sexuelle. Mais la présidente ne semble pas du tout avoir la même appréciation de la situation. Mais enfin, monsieur, vous ne gérez pas une situation d'urgence, là. Vous anticipez. Vous êtes donc avec une jolie fille, mais rien de chimique se produit. Vous rentrez chez vous et la première chose que vous faites, c'est faire votre lit, mais vous n'avez pas d'arrière-pensée. Non, répond Lucas peu convaincant. Donc, vous arrivez chez vous à Béna. Et que faites-vous? Eh bien, je la réveille, elle descend toute seule, j'allume la lumière et je vais directement dans la chambre. Vous allez directement dans la chambre. Mais là, encore, vous n'avez toujours pas d'arrière-pensée. On peut faire quoi dans ce cas? Je suis curieuse de savoir. Un film, je ne sais pas, je n'ai pas d'idée en tête, martèle l'accusé. Et ensuite, que s'est-il passé? Après, nous avons eu un rapport sexuel, j'ai dû serrer trop fort et je sais qu'après, j'ai donné un coup. Alors, comment expliquez-vous la présence de sang dans la chambre? Questionne la magistrate. C'est quand j'ai donné un coup, je me souviens que j'ai mis un coup de poing. Mais qui alors a donné les autres coups de poing? Puisque les experts ont dit que c'était impossible qu'il n'y ait eu qu'un seul coup de poing, répond la magistrate du tac au tac. Je n'ai aucune idée de ce qu'il s'est passé. Cela fait 3 ans que je me pose la même question. Comment expliquez-vous son décès dans ce cas? Pour moi, c'est le coup de poing, dit l'accusé. Pourtant, les expertises des légistes sont formelles. La cause du décès est une strangulation mécanique due au lien, sans doute avec la fameuse ficelle bleue dont nous vous avons parlé les jours précédents. Je n'ai pas d'explication, dit l'accusé. Je pense que c'est au moment où j'ai poussé le corps, mais je n'en suis pas sûr. Mais ce n'est pas possible, monsieur, il y a un nœud autour du cou de la victime. Je n'ai pas d'autre explication. Je sais que je n'ai pas mis de lien, madame, affirme l'accusé. Je n'ai pas eu une bonne réaction, je sais, j'aurais dû appeler la gendarmerie, le SAMU, les pompiers, mes parents. J'ai fait la pire erreur de ma vie et je ne me l'explique pas. Lucas Larrivé campe donc toujours sur ses positions. Demain, place au réquisitoire et aux plaidoiries. Quant au verdict, il est attendu demain sans doute, dans l'après-midi.
Encore merci de nous avoir suivis sur X, comme sur la chaîne YouTube du Nouveau Détective. La semaine prochaine, vous pourrez retrouver chez votre marchand de journaux 4 pages qui seront entièrement consacrées à cette affaire. Merci et à bientôt.